Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Immense et vaste comme thème, le vaudou est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes ici au Bénin et ailleurs dans le monde. Il reste une pratique ancestrale et séculaire au Bénin. On l'évoque souvent sans réellement cerner tout ce qui tourne autour de ce thème. Nous avons décidé d'en parler dans votre émission. Entretien de ce jour reçoit pour vous Tobada Socrate. Il est docteur en communication. Il a travaillé pour sa thèse sur les médias face à la promotion des arts et cultures vaudou au Bénin. Que peut-on comprendre lorsqu'on parle de art et culture vaudou? Nous aurons 26 minutes pour répondre à cette question. Tobada Socrate, bonjour, bonsoir. Armel de Soukago, bonjour, bonsoir. Et bonjour, bonsoir à nos amis auditeurs et à nos amis téléspectateurs. Merci Socrate de venir sur notre plateau pour parler de vaudou. C'est quoi, selon vous, le vaudou? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le vaudou, généralement, le vaudou est un thème de l'ère culturelle adjatado fond, adjatado je veux dire, et qui est essentiellement un thème fond. Si nous devons d'abord faire un petit découpage linguistique donc de ce substantif, on pourrait dire que vaudou voudrait dire Yehoué, vaudou. Voilà, donc c'est l'énoncé complet donc de ce substantif Yahweh vaudou. Cela voudra dire quoi? Si on doit le traduire, ce thème-là, en français, cela voudra dire Yahweh de vaudou. Autrement dit en français, l'esprit qui s'est apprivoisé et qui s'est détaché et s'est mis ailleurs. C'est ce que cela voudra dire. Donc, le vaudou, en réalité, c'est un esprit. C'est un esprit qui véhicule à la fois la philosophie collective d'un peuple et aussi qui est également en même temps une religion. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport au vaudou. Et lorsqu'on parle d'esprit apprivoisé, généralement on fait référence à nos ancêtres. On fait généralement référence à nos ancêtres parce que c'est comme dans d'autres religions occidentales, lorsqu'on parle de saints, ce sont donc des hommes qui avaient donc vécu spirituellement sur terre et qui, au cours de leur histoire, après leur mort, ont encore une charge spirituelle qu'on peut encore vénérer. Et c'est également presque analogique lorsqu'on parle de vaudou. Donc, on fait référence à nos ancêtres pour dire qu'en réalité, ce sont des esprits qui sont là et avec lesquels on peut collaborer, faisant donc des cérémonies diverses pour pouvoir toujours implorer leur grâce afin qu'ils puissent donc nous accompagner dans cette vie. C'est vrai que l'objectif de cette émission, ce n'est pas d'expliquer ce que c'est que vaudou spécifiquement, mais je vais vous enquiquiner quelque peu parce que vous avez évoqué certaines choses qui pourraient intéresser nos téléspectateurs. Et vous avez parlé d'ancêtres, vous avez parlé de morts. J'ai l'impression que quand on parle de vaudou, pendant que avec d'autres religions, on parle globalement de Mao ou de Dieu, on parle beaucoup plus quand on parle de vaudou, de morts, de nos ancêtres, et on vénère beaucoup plus les ancêtres qui sont toujours avec nous. Je ne sais pas si je suis dans la bonne compréhension. Oui, lorsqu'on parle de vaudou, on parle également de vénération des ancêtres. C'est une partie également des divinités vaudou parce que le vaudou, en réalité, lorsqu'on veut évoquer le vaudou, il y a d'abord, je veux dire, une essence plus haute, ce qui est appelé généralement Maoulissa, qui n'est rien d'autre que l'association de deux divinités de sexe opposé, le femelle et le mâle. Mais ce sont l'association de ces deux-là qui donne naissance maintenant aux autres branches de divinités que nous avons. Aujourd'hui, on parle du Legba, on parle du Dan, on parle du Tohosu, et puis beaucoup d'autres divinités. Mais au-delà de cela, lorsqu'on parle par exemple de la divinité Nesoué, par exemple, on évoque beaucoup plus les ancêtres. On évoque beaucoup plus les ancêtres parce que ce sont eux qu'on vénère. Lorsqu'on parle du Tohosu, généralement dans nos cultures, on dit que lorsqu'un enfant décède, parfois l'esprit se voit donc, je vais dire, perdu dans l'eau profonde, dans les océans, dans la mer, et on est obligé donc de le ramener de ce lieu qui n'est pas le lieu approprié pour lui. Donc, voilà un peu les ramifications. Donc, déjà, quand on parle de Tohosu, on évoque nos ancêtres. Quand on parle de Nesouké, on évoque encore nos ancêtres. Et ainsi de suite. Donc, tout cela regroupe les esprits
qui donc sont cachés donc dans la religion vaudou. Alors, si nous admettons que vaudou c'est une religion, Oui. et est-ce qu'on évoque le Mao que toutes les autres religions pratiquement évoquent lorsqu'il s'agit de la pratique de la chose religieuse? Oui, lorsqu'il s'agit de la pratique religieuse, nos ancêtres, nos aïeux, généralement, ils parlent de Mao. Mao, en réalité, c'est un nom fond qui veut dire l'insondable, l'intranscendable, que rien ne peut égaler. Le Mao, que rien ne peut égaler, les Mao. Et lorsque nos ancêtres évoquent cela, c'est pour parler de l'être suprême. Il y a un être suprême qui dirige ce monde, qui incarne ce monde et auquel il faut donc faire recours en toute situation pour avoir de grâce. Maintenant, c'est les différentes représentations sur Terre de cet être insondable qui nous fait donc parler, qui fait que nous faisons allusion donc aux différentes divinités. En résumé, oui, c'est que le vaudou admet aussi un être suprême comme toute autre religion. Comme toute autre religion, un être qui surpasse tout le monde. Ça peut s'appeler Dieu, ça peut s'appeler Allah et tout le reste. Très bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la culture du vaudou. Oui. Comment peut-on expliquer l'art et la culture du vaudou? Voilà. On parle généralement des arts et cultures vaudou. Oui. Et vous allez voir qu'on met ces substantifs généralement ensemble. Et nous ici, pour que nos téléspectateurs comprennent mieux la chose, nous allons essayer de faire un petit découpage. Comme je l'ai dit, comme je l'ai fait tout à l'heure avec vaudou, nous allons d'abord commencer par le mot art, qui est un mot à plusieurs sens, qui est un mot polysémique, assez vaste. Lorsque nous recourons par exemple à nos dictionnaires, l'encyclopédie Larousse, etc., tout ça, là désigne par exemple une création d'objets ou de mise en scène spécifique, distinguée, ou destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. Et cela, souvent, nous permet de dire que l'art est un ensemble d'œuvres artistiques, ou le caractère artistique même de cet ensemble. Et c'est les philosophes qui expliquent mieux encore la chose en disant, lorsque nous disons philosophe, nous faisons recours par exemple à l'allemand Schopenhauer et à son autre collègue Heidegger. Le premier dit par exemple que l'art est une contemplation des choses indépendante du principe de la raison. Et le second dit que l'essence même de l'art, c'est la vérité en se mettant en elle-même en œuvre, en se mettant elle-même en œuvre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'expression même de l'art, c'est l'esthétique, c'est le beau. Le caractère beau, c'est ça beaucoup plus qui nous permet de parler d'art. Alors, de toute cette mise au point, on pourra alors dire que les finalités donc de l'art, c'est le beau, l'esthétique. Globalement. Et c'est également ce même souci de beau, de l'esthétique, qui anime nos aïeux, nos ancêtres, lorsque ils ont développé un certain tas ou un certain nombre d'arts en matière vaudou. Je vais plus explicitement dire, par exemple, lorsqu'on parle d'art, on fait référence souvent lorsqu'on parle d'art vaudou, je veux dire, on fait référence souvent à nos couvents religieux, à nos couvents vaudou, pour dire que ces créations contemporaines, qui sont généralement au sud du Bénin, parce que le vaudou est beaucoup plus présent, l'art vaudou ou les arts vaudou sont présents dans l'ère culturelle Ajatado et dans l'ère culturelle Yoruba, ou Nago pour certains. Alors, donc ça fait le sud et le centre du Bénin. Donc, ces créations artistiques contemporaines sont donc inspirées de l'art pratiqué dans la cour royale, dans nos cours royales. Et lorsqu'on parle de cour royale, vous allez convenir avec moi que dans la cour royale, chaque cour royale avait son artiste et son artisan. Oui. Et ces artistes-là avaient des pratiques dans la cour royale. Lorsque nous prenons le royaume de Dahomey, par exemple, les différentes pratiques d'art que l'on retrouve dans ce royaume, par exemple, c'est la forge. Et lorsqu'on parle de la forge, on fait référence souvent à la famille Runtonji, à Abomey. Ouais, donc c'est la famille, c'est cette famille-là, voilà, qui était donc réputée lorsque le roi veut commander des objets d'art en fer, des objets d'art métalliques, il est souvent commandé à cette famille Runtonji. On peut parler également de la vannerie, de la poterie, de la teinture, de la sculpture sur bois. Et quand on parle de sculpture sur bois, vous savez, notre récarde aujourd'hui, la récarde qu'on appelle en fond et Makpo,
est un art originaire du vaudou. Recado Maco, c'est généralement le bois, ou je ne sais pas comment on appelle, que les chefs de famille ou rois utilisent. Les souverains d'Abomey. Ça incarne le pouvoir, les souverains voilà. Qui incarnent le pouvoir. Donc c'est généralement ça. Maintenant, lorsque nous parlons d'art, nous devons les spécifier en deux types. Il y a l'art populaire et l'art royal, c'est-à-dire l'art qui est pratiqué dans la cour royale. Ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, en parlant donc des métiers d'art, des artistes et artisans, ne sont rien d'autre que des émanations, ou du moins des implications de l'art dans la cour royale. Maintenant, lorsque nous revenons à l'art populaire, ce type d'art est un art exclusivement magico-religieux. Et je pourrais même aller jusqu'à dire que c'est généralement ce que nous appelons en langue fon les boutios. Les boutios, c'est une sculpture. La sculpture. Voilà, donc de taille moyenne que l'on essaye donc que les artistes essayent donc de faire. Et on perçoit la forme d'expression que l'on perçoit dans les boutios. Il y a aussi que cela a une caractéristique purement religieuse et spirituelle. Parfois, on le fait pour mettre en déroute l'ennemi, pour créer en son sein l'effroi, la panique. Mais il est aussi, de façon culturelle, reconnu que on perçoit dans cette forme d'expression le vestige de l'anxiété, donc du traumatisme éprouvé par un peuple longtemps soumis à la violence des guerres induites par des conquêtes royales et le commerce des esclaves. Donc cela retourne encore à nos origines, à notre histoire. Généralement, les conquêtes au temps des différents rois par le passé et l'esclavage qu'on a connu pendant donc les règnes de ces différents rois-là qui les a fait entrer donc dans une sorte de guerre contre le colon. Voilà un tout petit peu. Là, nous sommes toujours dans l'art, au niveau de l'art vaudou. De l'art vaudou. Voilà. Alors, je voudrais savoir, vous avez parlé de l'art populaire tout à l'heure, je voudrais savoir, puisque nous sommes dans une sorte de typologie de l'art vaudou, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, la couture, je ne sais pas si c'est le thème qu'on doit l'utiliser. Lorsque vous prenez par exemple les Sakwatasi ou bien je ne sais pas, ils ont une tenue typique aux adeptes de Sakwatasi qu'ils utilisent. Lorsque vous prenez le Kututo chez nous, enfin les revenants, l'habillement des revenants, vous avez l'impression que c'est un style particulier et que ce n'est pas un style que tout le monde peut adopter, on ne peut pas l'amener chez n'importe quel couturier pour le faire. Alors, lorsque nous parlons de ça, de cette couture-là, de cette façon de faire, est-ce que nous ne sommes pas dans l'art et dans quel art nous sommes? Oui. Avant d'en venir là, vous parlez des apparats vaudou. Oui. Avant d'en venir là, je voudrais qu'on définisse d'abord, parce que nous allons revenir encore dans les deux concepts, art et culture vaudou. Pour mieux expliciter cela. On va aller au niveau donc, de la culture. De la culture, de la culture vaudou. Oui. Voilà, pour dire que généralement, le mot culture désigne, lorsque nous faisons référence à l'anthropologue américain Ralph Linton, désigne un mode de vie. C'est le mode de vie d'un peuple. Alors, lorsque nous restons déjà dans cette conception, dans cette assertion de Linton, on pourrait déjà dire que l'art se retrouve déjà dans la culture parce que tout art est d'abord un mode de vie d'un peuple. Et à partir de là, on pourra dire, lorsqu'on parle déjà même de culture vaudou, on est déjà en plein déjà dans l'art. Parce que la culture prend déjà en compte tout ce qui est art, tout ce que je viens d'expliquer. Donc l'art est une spécificité de la culture. De la culture, c'est une spécificité donc de la culture. Alors, lorsque nous sommes dans le vaudou? Alors, lorsque nous parlons de la culture vaudou, c'est l'ensemble des éléments que l'on peut retrouver dans l'art et qui sont liés au vaudou. Par exemple, l'art dramatique, l'art plastique, l'art de la cuisine, la gastronomie, les danses, tous ces éléments-là, le chant, les panégyriques. Les panégyriques, ce n'est pas que dans nos clans, mais c'est aussi avec les vaudous. Parce que lorsque nous parlons de ces éléments-là, culture et danse, art plastique, les danses, les chants, les panégyriques, nous sommes déjà en plein à la fois dans la culture, dans les arts et culture vaudou en même temps. Parce que cela traduit généralement la philosophie de nos ancêtres lorsqu'ils se réfèrent au vaudou. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque généralement les couvents vaudous se comportent comme une école où les adeptes vaudous reçoivent des formations
Un enseignement typique. Un enseignement typique. Par exemple, lorsque nous prenons les divinités Nesoué, ils reçoivent des formations liées aux danses ou à la danse, si je peux le mettre au singulier, à la danse de cette divinité-là. Les Nesoué, souvent, ont leur danse à part qu'ils apprennent. Les adeptes, je dirais, les adeptes des autres divinités, comme par exemple la divinité Sapata, oui. ils ont également leur forme de danse. Les divinités, même en leur sein, il y a deux différents types de rythmes. Parce que qui parle de danse parle déjà de musique, oui, qui est déjà une culture vaudou. Ils ont leur culture, leur façon de danser. Il y a par exemple le rythme à Kochibou, qui est un rythme à part. Et à côté de cela, il y a le rythme Wede, par exemple, qui est à part. J'évoquais donc la divinité Nesoué. Leur rythme, c'est le Zokwete. Ok. C'est le Zokwete. Alors, lorsque nous prenons une divinité... En termes de rythme musical, il faut dire que la religion vaudou est très riche. Est très riche en matière donc, de rythme musical. Bien sûr. Et lorsque nous prenons ces divinités-là également, elles s'identifient de par leurs apparats. Généralement, au niveau donc de la divinité de Nesoué, on ressent beaucoup plus l'esthétique. On ressent beaucoup plus l'esthétique et une certaine, je veux dire, un certain calme. Parce que tout ce qui se fait royalement. Et vous allez voir que toutes les collectivités, toutes les familles qui sont liées qui ont des attraits aux dynasties royales font toujours recours à ce rythme-là et ça devient même une cérémonie statutaire dans leur maison parce que c'est beaucoup plus royal, c'est lié donc au prince, c'est princier. Voilà. Alors, lorsque nous prenons tout cela, nous pouvons déjà dire que de façon contemporaine, ces différents rythmes et danses ont des implications, ont subi des changements sur la vie de nos artistes. Et là, je peux évoquer des noms d'artistes, des grands noms d'artistes comme par exemple l'homme orchestre, Sabouran Danialo. On peut évoquer des noms comme la diva internationale, Angélique Kidjo, où on ressent dans leur rythme, non seulement dans les chants, mais dans le rythme musical, qu'il y a des emprunts vaudous. Et ils le reconnaissent, ils le disent quand ils le font. Donc ils vont chercher leur source dans les rythmes et musiques. À partir des agricultures vaudou. Lorsque nous quittons le plan musical et le plan de la chanson, nous pouvons aller sur le plan, par exemple, de la gastronomie. Oui. Quand nous allons sur le plan de la gastronomie, nous sommes toujours dans la culture, dans les agricultures vaudou. Généralement, vous savez, les aliments que nous mangeons, que nous consommons, avaient une histoire. On va commencer par le bomior. Voilà, on va commencer justement par le bomior, que l'on appelle aujourd'hui sous l'appellation donc de la pâte rouge. Oui, avant on appelle cela amior. Comme vous l'avez dit, le bomior, le beau pour faire référence au gris-gris. Oui. Parce que lorsqu'on le fait, c'est que le poulet qui a servi, donc à préparer ce mets-là, de son vivant avait été tué pour une divinité. Et c'est après cela qu'on essaie donc de faire la pâte. Cette pâte-là, à l'origine, ne se préparait pas du tout avec du piment et de la tomate. Il y avait les bouillons, les assaisonnements et autres qui y sont, certes, mais parce que les divinités ne doivent pas consommer cela. Du piment, par exemple. Donc, et il paraît que parfois, il faut m'excuser de faire cette incursion, il paraît que parfois, les gens vont faire des libations ou des gens vont faire des offrandes au fétiche en mettant du piment dedans, en appelant le nom d'une autre personne par méchanceté. Par méchanceté. Et le vaudou se rebelle contre cette personne. Parce que c'est le nom que le vaudou a entendu, que la divinité a entendu. On dit par exemple, telle divinité ne mange pas du piment et X vient dire le nom de Y pour dire que c'est lui qui est en train de verser le piment sur le vaudou. Alors que il le lui a interdit. Lui, en personne, il lui a interdit, mais il est en train de le faire. Ça, c'est les perversions. Ça, ce sont les éléments négatifs. Et ça, ce n'est pas lié au vaudou, mais c'est la pratique des humains. Et ça, c'est un peu partout, c'est dans toute religion. C'est-à-dire, le mal n'est pas lié à la religion, mais c'est lié à l'homme lui-même. On revient donc à notre sujet. Donc, le amior, comme on le dit, c'est la pâte d'huile, si on doit faire une traduction littérale. C'est la pâte d'huile que l'on sert au vaudou. Lorsqu'on tue le coq, le poulet ou le coq, et que l'on essaie donc de le préparer, on met les assaisonnements dans l'eau accompagnée donc de l'huile rouge, de l'huile de palme.
et on prépare tout. L'eau de bouillon qui a servi à préparer la viande, c'est cette même eau-là qui reçoit maintenant la farine de maïs avec laquelle on prépare la pâte. On dit souvent, donc généralement comme ça prend la couleur rouge, on a diverti l'appellation et on parle de la pâte rouge. Et ça se sait dans les couvents. Ça se sait, c'était un mets typiquement couvent, mais du point de vue contemporain, cela s'est répandu dans nos comportements alimentaires. Et c'est ça que nous appelons aujourd'hui amio. C'est ça que nous appelons la pâte rouge. C'est une évolution de Beaumur parce qu'aujourd'hui, on peut mettre du piment. On n'est pas obligé de tuer le coq à une divinité, mais on peut mettre donc du piment, de la pâte, et puis on peut encore faire d'autres assaisonnements aujourd'hui. Donc, après cela, nous allons maintenant, j'ai évoqué les cérémonies de libation, les cérémonies de Kakripli. Ça, c'est les cérémonies, c'est lorsqu'on veut faire des offrandes à nos ancêtres. Nos ancêtres qui sont représentés par des objets métalliques qu'on appelle généralement sur l'autel, dans une pièce conçue pour la circonstance, qu'on appelle généralement les assins. Les assins. Donc, lorsqu'on veut faire des offrandes à ces assins-là, qui représentent nos ancêtres, ceux qui ne sont pas nos morts, de nos ancêtres. On prépare également du amio qu'on présente aux ancêtres. Mais l'autre mets qu'on prépare également, c'est le haricot. Avec l'huile rouge. Avec l'huile rouge, l'huile de palme. On le présente aux divinités aussi. Maintenant, il y a une autre modification que le haricot a subi, qui n'est rien d'autre que le hata, le beignet de haricot, qui s'est répandu dans tous les coins de rue aujourd'hui, un peu partout au Bénin, et même quand vous allez dans les Caraïbes et même au Brésil, vous remarquez encore ces mets-là parce qu'on a quelques Béninois lors de l'exode qui se sont retrouvés là-bas. Le temps est en train de partir, il faut que nous évoluions rapidement. Nous n'allons pas nous n'allons pas faire cette émission sans évoquer votre thèse. Vous avez fait ça sur les médias, le travail que les médias font avec les cultures vaudou. Oui. Alors, de vos recherches, quels sont les constats que vous avez eu à faire? Alors, notre thème, comme vous l'avez dit, c'est les médias face à la promotion des arts et cultures vaudou au Bénin. Alors, l'objectif que nous avons poursuivi en faisant ce travail, c'était donc d'évaluer le contenu des médias au Bénin qui ont rapport avec les arts et cultures vaudou. Tout ce que je viens d'évoquer par rapport aux arts et cultures vaudou. Comment est-ce que les médias arrivent à en faire la promotion ou non? On ira très vite. On ira très vite. Et les constats que nous avons effectués, d'abord du point de vue documentaire, la plupart des auteurs qui ont évoqué le vaudou, que ce soit sur le plan spirituel que sur le plan culturel et artistique, la grande partie, et les premiers d'ailleurs, ce sont les Occidentaux. Et là, je fais référence par exemple à Boton, à Bolaton, à Chauffel, à Savary, ceux-là qui, depuis le XXe siècle, ont déjà entrepris de travailler. Et ceux-là, ce n'étaient pas des grands chercheurs, forcément. C'est soit des artistes qui font des présentations artistiques et qui voyagent de par le monde pour découvrir des choses et après, ils les produisent sous forme scientifique. Ce n'est qu'après que nous avons constaté qu'il y a des chercheurs béninois qui se sont intéressés à la chose, comme par exemple le professeur Hiroko, à travers l'histoire des panégyriques, comme par exemple le professeur Kocha qui a évoqué les danses aussi. De ce que vous dites là, nous allons retenir déjà que dans les recherches, il y a très peu de Béninois qui ont entrepris des travaux sur les questions de vaudou. C'est beaucoup plus venu des Occidentaux. Est-ce que c'est le même constat qu'on peut faire sur les médias? Est-ce que les documentaires audio, les documents audiovisuels, est-ce que ces documents audiovisuels, on constate ça dans les médias? Est-ce que les médias béninois se préoccupent bien, s'occupent du vaudou au Bénin? Bon, on dira, lorsqu'on prend les journalistes béninois en général, en majorité, le vaudou n'intéresse pas les médias béninois, en majorité. Mais c'est lorsqu'on s'intéresse maintenant à certains médias, qui sont peut-être des médias thématiques, ou certains journalistes, qui sont des journalistes culturels, qu'on remarque que ceux-là ont d'engouement pour la chose culturelle, artistique. Mais ils ne sont pas nombreux. Une confidence, par exemple, que je fais aux téléspectateurs, par exemple, lors des recherches, j'avais interviewé le président d'antan de l'UPMB, qui est maintenant à la RAC, Monsieur Potiemé, qui me faisait comprendre qu'il avait parlé de la spécialisation donc, des journalistes. Et il a dit le nombre de journalistes qui se sont inscrits dans le volet
art et culture, si je ne me trompe pas, on peut les compter, ils n'atteignent même pas 5. Ils n'atteignent pas 5, le nombre de journalistes. Regardez le nombre de journalistes qu'il y a au Bénin et le nombre, les centaines de journalistes que font, je dis bien, que fait cette association de journalistes. Mais pourtant, ils ne sont pas nombreux à s'intéresser à la chose culturelle. Et généralement, les raisons que nous, on évoque, c'est que il n'y a pas de l'argent lorsqu'on valorise Vodou. Cela ne fait pas donner de l'argent. Cela ne permet pas aux médias, d'accord, de renflouer les caisses. Lorsqu'on s'intéresse au Vodou, oui, c'est un peu cela. Il y a d'autres problèmes aussi. Il y a d'autres problèmes aussi. Lorsque vous proposez des trucs sur le Vodou et que vos patrons sont des chrétiens ou bien plutôt croyants, ça pose parfois des problèmes. Voilà, donc ça pose des questions de ligne éditoriale aussi. Oui, de ligne éditoriale. Justement. Alors, est-ce que vous pensez que nous avons presque fini l'émission, est-ce que vous pensez que l'État peut faire quelque chose pour mieux valoriser l'art et la culture du Bénin? Est-ce qu'on peut se développer avec ça ou bien est-ce que ça peut apporter quelque chose à notre développement? Oui. Vous allez être bref. Je vais être bref. Je vais d'abord dire en quoi est-ce que nous pouvons nous développer avec le Vodou. Le Vodou, les arts et cultures Vodou, c'est toute la vie humaine. Et pour être différent des autres culturellement, nous n'avons qu'à développer ce qui nous appartient. Et c'est les arts et cultures Vodou. Vous savez, généralement, lorsque vous voyez par exemple les productions artistiques, les productions audiovisuelles, vous voyez que les pays pauvres sont envahis par les productions des pays riches. Oui, parce que nous ne produisons pas assez. Parce que nous ne produisons pas. Et lorsque il est question d'aller au rendez-vous, de donner, de recevoir, nous sommes absents parce que nous n'avons pas des productions riches pour pouvoir aller à ce rendez-vous-là. Donc, l'État peut beaucoup faire. C'est vrai que le pouvoir actuel, par exemple, je leur tire un coup de chapeau parce que ils se sont intéressés, lorsque nous, dans notre travail, nous avons essayé donc de faire l'histoire de la gouvernance liée au Vodou. Et on a remarqué que c'est en dents de scie. Quand on a quitté Soglo pour Kéréko, pour le renouveau démocratique, on a vu que c'est en dents de scie. Quand un autre président vient pour donner de l'engouement à la chose, un autre vient pour l'interdire. C'est déjà votre conclusion. Et ainsi de suite. C'est déjà ma conclusion. Donc, l'État, en érigeant par exemple des arènes culturelles, en faisant des musées Vodou, et en faisant en sorte que nous ayons nos lieux touristiques, nous développons des sites touristiques qui sont typiquement Vodou, nous allons faire venir beaucoup de touristes chez nous et cela va renforcer les caisses de l'État. Vous savez que l'économie de la France est majoritairement tournée vers le tourisme. Voilà. Socrate Tobara, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Fin de cet entretien. Nous avons reçu sur cette émission le docteur Socrate Tobara. Il a fait une thèse sur le thème « Les médias face à la promotion des arts et cultures Vodou au Bénin ». Avec lui, nous avons parlé de la culture et l'art du Vodou, une occasion pour nous permettre de comprendre davantage les réalités du Vodou. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.